Bonjour, il est 15 heures. C'est la seconde 10 et bienvenue sur la radio du lycée Jacques Fédère. C'est maintenant l'heure de la météo avec Naré. Aujourd'hui, il fera 6 degrés à Épinay avec quelques averses. Il y aura également 6 degrés à Paris et on aura un ciel nuageux à Lyon avec 11 degrés. Couvrez-vous bien et passez une bonne journée. Merci Naré pour cette météo. Pour notre émission, nous avons choisi comme thème le sport. Pour commencer, Zuina, Alexis et Asma vont nous parler des Jeux Olympiques de 2025 et notamment de la candidature de la ville de Paris. Après les attentats de l'année 2015, la question de la sécurité a beaucoup été abordée. Il faut renforcer les moyens dont disposent la justice et les forces de sécurité, déclarait François Hollande au Monde. La maire de Paris a rappelé que la sécurité serait au centre de toutes les attentions en ce qui concerne l'accueil de grands événements. Nous savons qu'à Londres, les frais de sécurité avaient coûté plus de 750 millions d'euros. On peut donc s'attendre que les coûts soient au moins égaux à ceux de Paris. De plus, la capitale ayant été confrontée à plusieurs attentats durant l'année 2015, les frais de sécurité seront d'autant plus exorbitants. Le budget prévisionnel atteint 6,2 milliards d'euros répartis entre dépenses d'organisation et dépenses d'infrastructure. Sachant qu'un portique de sécurité coûte environ 6 000 euros, on peut s'attendre à une véritable explosion des coûts sécuritaires. Les mesures de sécurité, vigile, garde, autour de la COP21 semblent confirmer ce diagnostic. Tant d'argent dépensé pour la sécurité fera moins d'argent pour le peuple français. Nous avons dit que ce seraient des jeux sobres et écologiques, a déclaré la maire de Paris, Anne Hidalgo. Les écologistes ne sont pas favorables, le front de gauche non plus. On peut se demander si les Jeux Olympiques de 2024 seront écolos s'ils se produisent en France. Avec près de 6,2 milliards d'euros, les Jeux Olympiques de 2024 seraient un véritable levier pour le financement du projet de transport Le Grand Paris. Les Jeux seront certes à énergie positive et écologique, mais le transport en avion des spectateurs et des joueurs entraînera une énorme pollution. À cause d'un fort risque financier, les écologistes préfèrent l'exposition universelle qui devrait avoir lieu en 2025. Les Jeux seront également créateurs d'emplois locaux, c'est un enjeu social. Cependant, les enjeux du développement durable ne sont pas respectés. Face à Hambourg, Rome, Los Angeles et Budapest, le projet de Jeux Olympiques écolos fera-t-il le poids ? Paris, Rome, Hambourg, Los Angeles et Budapest, 5 villes en compétition pour être celle qui accueillera les Jeux Olympiques en 2024. Quelles sont les chances de notre capitale ? Après les échecs de 1992, 2008 et 2012, la capitale relance sa candidature pour les Jeux Olympiques de 2024. Face à elle, 5 villes, 5 pays, et après les attentats qui ont secoué la capitale, Paris a-t-elle vraiment toutes ses chances ? La candidature de Paris n'est absolument pas remise en cause, a pourtant déclaré Thomas Bach, le président du comité international, le 16 novembre dernier. Il affirme que les attentats de Paris n'auraient pas de répercussions sur la candidature parisienne. Malgré les interventions de nombreux politiques, la question de la sécurité refait souvent surface. On peut donc penser que Paris, même n'étant pas désavantagé, n'a que très peu de chances d'être choisi. De plus, les JO n'enchantent pas tout le monde, car ils pourraient coûter un peu plus de 6 milliards d'euros, sachant que dès 2025, la capitale devra en plus accueillir l'exposition universelle, qui devrait coûter environ 2,7 milliards d'euros. Nous sommes donc amenés à penser que les chances qu'a Paris de remporter l'organisation des Jeux Olympiques est faible. Merci à tous les trois. Le thème des prochaines chroniques, c'est le dopage dans le sport avec Sarah, Wissam et Naré. Incroyable histoire. Une préparatrice en pharmacie a été inculpée pour avoir dealé des produits dopants. Cette jeune femme, âgée de 23 ans, a été interpellée par des enquêteurs de la police judiciaire à Antony. Elle s'est livrée à des vols de produits contenant de la testostérone et des hormones de croissance. Le préjudice s'élève à 70 000 euros. On parle souvent des sportifs qui se dopent, mais peu des dealers. Pourtant, il n'y a pas de profil particulier pour un dealer. On peut dire que le cas de la préparatrice en pharmacie n'est pas isolé. Un jeune homme, étudiant dans une prestigieuse école de commerce à Lyon, passionné de musculation, fabriquait, vendait et consommait des produits dopants. Il crée un site internet à l'aide d'un associé lui aussi passionné de musculation. En apparence, le site ne vendait que des t-shirts. En réalité, chaque t-shirt correspond à un produit précis. En moins de 2 ans, leurs recettes s'élèvent entre 15 000 et 25 000 euros. Ces petites affaires furent terminées lorsque l'un de ses colis fut contrôlé par la douane. Il fut arrêté et encourt jusqu'à 5 ans de prison et 37 000 euros d'amende. L'incitation au dopage, le trafic de substances dopantes et le fait de prescrire des produits dopants en administrer à autrui est punissable de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. On parle beaucoup du dopage dans les sports professionnels, mais le dopage sévit aussi dans le monde du sport amateur. Aujourd'hui, nous allons voir qui incite les dopés, pourquoi et de quelle manière. Une étude réalisée par l'Académie nationale de médecine, qui date de juin 2012,
5 à 15% des sportifs amateurs, soit environ 900 000 à 2 700 000 pratiquants, y auraient recours. Certains produits dopants sont disponibles dans plusieurs médicaments que l'on utilise assez souvent, comme l'aspirine, qui contient de l'aspartame, l'éphédrine et la pseudoéphédrine, un stimulant qui augmente l'agressivité et permet de faire reculer le seuil de la fatigue, selon l'AMA, Agence nationale d'antidopage. Ce qui incite le sportif à se doper, c'est parfois l'entraîneur. Il conseille d'abord les vitamines pour dériver ensuite vers les produits dopants. Beaucoup de personnes sombrent dans le dopage pour plusieurs causes personnelles. Ce phénomène est d'autant plus dangereux que la prévention est généralement suffisante. Nous allons aujourd'hui vous parler des impacts du dopage sur une carrière sportive en prenant l'exemple de Ben Johnson qui a reconnu s'être dopé en 1998. Ben Johnson est un sprinteur jamaïcain qui a remporté la médaille d'or du 100 mètres des Jeux Olympiques de Séoul en 1998. La communauté internationale olympique révèle que le corps est positif aux stéroïdes anabolisants. Il est instantanément exclu des jeux et sera radié à vie de toute compétition après avoir été contrôlé positif en 1993. Le dopage s'est développé à mesure que les disciplines sportives devenaient professionnelles. La plupart des sportifs se dopent pour accroître leur potentiel, augmenter la puissance musculaire et diminuer la sensation de fatigue. Il est strictement interdit de refuser ou de se soumettre à un contrôle antidopage ou de s'y opposer. Tout sportif adaptant cette attitude s'expose à 6 mois d'emprisonnement et à une amende allant jusqu'à 7 500 €. La leçon à retenir dans tout cela est que la consommation des différents stupéfiants peut entraîner de graves problèmes de santé, mettre fin à une carrière sportive et entraîner des sanctions graves. On enchaîne tout de suite avec un retour sur la Coupe du Monde de football au Brésil en 2014. C'est à John Saba, Tanouchan et Safia. La Coupe du Monde 2014 au Brésil a été pleine de rebondissements. De grandes équipes et joueurs comme Ronaldo, l'Espagne, l'Angleterre et le Portugal que l'on pensait briller ont complètement raté ce mondial. C'est ce qu'on appelle le surcotage. De nombreuses équipes et leurs joueurs ont été surcotés durant ce mondial du fait de leur bonne réputation. Il y a l'Espagne, dernier champion en titre, avant le début du mondial et également champion d'Europe. Ils ont été éliminés dès le premier tour alors que tout le monde les voyait gagnants. Ensuite, il y a le Brésil, organisateur de ce mondial, qui avait 23,5% de chances de finir vainqueur. L'équipe s'est faite humilier 7-1 contre l'Allemagne. Un de leurs joueurs importants, Neymar, a été vite écarté du mondial suite à une blessure face à la Colombie. Ils ont finalement fini 4e. Enfin, on a le Portugal, balayé par l'Allemagne 4-0. Leur meilleur attaquant, Cristiano Ronaldo, a été complètement invisible. Mais comme Paul Bento, l'entraîneur du Portugal, l'a bien dit, Cristiano ne peut pas tout faire tout seul. Il a certes eu des équipes décevantes, mais il y a aussi eu des matchs impressionnants. Et c'est pour ça qu'on aime la Coupe du Monde. Quelles sont les conséquences de la Coupe du Monde de 2014 au Brésil ? Pendant la Coupe du Monde, les coûts des transports et les dépenses ont augmenté. La colère des Brésiliens a été provoquée par le financement de la Coupe du Monde à 11 milliards d'euros. Les Brésiliens se sont manifestés en disant « Si je n'ai pas de droits sociaux, vous n'avez pas de Coupe du Monde ». Expulsion de force, assassinat, disparition de nombreux Brésiliens pour détruire leur habitation et remplacés par des stades. À cause de la Coupe du Monde, de nombreuses conséquences graves ont eu lieu au Brésil, comme les destructions des habitations, manifestations contre le gouvernement et expulsion de force. Malgré tout ça, la Coupe du Monde a bien eu lieu. L'organisation de la Coupe du Monde, avantage certain pour le Brésil, du point de vue économique mais aussi sociétal. Il faut savoir que tous les pays organisateurs voient dans la tenue de ces grands événements sportifs des avantages économiques non négligeables. La Coupe du Monde est un divertissement universel, le foot premier sport du monde. Mais organiser, c'est un enjeu économique important. Grâce à ce mondial, on prévoit la venue de 6 000 touristes. Le Brésil met en place alors une hausse des prix d'hébergement, des prix des différents transports. Les billetteries ont vu leurs bénéfices augmenter fortement grâce à une hausse de fréquentation de 15 à 20%. Il y a 12 stades qui ont été construits ou rénovés. Par exemple, le stade Itapeva Arena Pernambuco, construit spécialement pour ce mondial. Il peut accueillir 42 000 spectateurs. Sa construction a coûté plus de 175 millions d'euros. Selon la FIFA, la Fédération internationale du football, le stade a favorisé l'expansion économique du Grand Recife, là où il se situe, avec la construction de 5 000 nouveaux logements dans ce quartier défavorisé. Certes, l'organisation de la Coupe du Monde avantage le pays organisateur, mais cela ne nous concerne peu, le regarder à la télévision nous suffit. Place à Anoucha, Amine et Inès qui vont nous parler des sponsors et de leur influence sur le monde du sport.
Avant toute chose, il est fondamental que tout chercheur de sponsor se mette à la place de ce dernier. C'est la meilleure façon d'appréhender et d'analyser la pertinence de son projet pour le présenter sous un aspect sportif pour l'entreprise ou le sponsor. Il faut lui apporter quelque chose ou lui faire partager quelque chose. Pour cela, il ne faut pas être trop pressé de voir aboutir votre projet, mais prendre le temps de monter un dossier complet et précis. Le sponsor tiendra compte de 3 choses: la passion commune dans le projet, la cohérence avec la politique globale de l'entreprise, les retombées médiatiques ou financières. Voici le classement des maillots les plus chers d'équipes de foot grâce aux sponsors. En 4e position, il y a le FC Barça avec un montant de 66 millions d'euros par an. En 3e vient le Real Madrid avec 70 millions d'euros. En 2e, Chelsea qui s'élève à 91 millions d'euros. Et enfin, en première position, nous retrouvons Manchester United qui dépasse largement les autres avec comme montant 164 millions d'euros. Tout ça pour dire que le sponsor joue un grand rôle car c'est l'un des acteurs principaux du financement d'une équipe. Dans le sport professionnel, il est 2 certitudes. Sans le fric, on va nulle part, mais avec du fric, on ne va pas nécessairement quelque part. Jean Dion, journaliste et chroniqueur. C'est l'argent qui est potentiellement dangereux pour le sport. Il est clair que l'argent recrée un démon supplémentaire et multiplie les possibilités de corruption. Mais ces problèmes sont surtout liés aux compétitions en général. Le dernier exemple est celui de la Juventus de Turin. Les dirigeants du club ont acheté des faveurs à l'arbitre. Le dirigeant du club, Luciano Maggi, a été condamné tandis que le club a été blanchi de toute accusation. Résultat, ce n'est pas la quantité d'argent qui pose problème, c'est la manière dont elle va être gérée. 17 753 est le nombre de clubs amateurs en France. D'ailleurs, la plupart de ces clubs auraient peu de ressources sans sponsors. Les sponsors choisissent leur club par rapport aux résultats de ces clubs pour soutenir un événement sportif en regroupant l'ensemble des moyens possibles. Dans les clubs amateurs, les sponsors sont des outils marketing, mais ils ont aussi un objectif de notoriété et d'image. Il existe différents types de sponsoring. Le sponsoring financier, le sponsoring en nature, le sponsoring technologique, ainsi que le sponsoring de compétences. Le sponsoring d'équipe permet de choisir son équipe en fonction de sa zone de chalandise. Une chalandise est une zone géographique d'où provient la majorité des clients. Pour survivre, le foot amateur ne peut plus jouer à l'écart du sponsoring car c'est le seul outil marketing qu'ils peuvent avoir. Entre autres, les sponsors dans les clubs amateurs aident à trouver des ressources complémentaires. On vous parle maintenant de marketing dans le sport avec les chroniques de Mohamed, Whitney et Yacine. Si vous n'avez pas envie de vous faire entraîner par un coach professionnel, eh bien on a trouvé la solution. Avec certaines applications, on peut devenir son propre coach entraîneur sportif. J'ai testé cette application et j'ai vraiment apprécié. C'est une application juste pour la course. On commence par installer le smartphone sur un brassard spécialement prévu pour la course à pied. On peut constater le nombre de kilomètres exacts que l'on parcourt et le nombre de calories perdues. On peut donc vérifier à quel rythme l'on va. Pour éviter de se perdre, un GPS est aussi à notre disposition. L'application vous permet de voir vos progrès que vous avez fait depuis le début. Il existe de nombreuses autres applications pour être son propre entraîneur. Des applications qui proposent des exercices de musculation par exemple. Je vais vous parler dans ma chronique des conditions de production des affaires de sport et leurs répercussions sur les ouvriers. En 1997, après de très nombreuses campagnes internationales de pression contre Nike, son fondateur, Philip Knight, a mis en place un code de bonne conduite. Des années plus tard, les manifestations ont repris à l'encontre des grandes firmes dont Nike, malgré son code de bonne conduite. En effet, en avril 2014, plus de 30 000 salariés Nike, entre autres de l'usine Yuyan en Chine, sont descendus dans la rue pour exprimer leur mécontentement. L'ONG, c'est-à-dire l'organisation non gouvernementale China Labor Watch, a publié des photos du déploiement policier autour de l'usine. Ils ont tenté de canaliser le flot de grévistes. On y voit également les policiers frapper et arrêter les ouvriers qui se plaignent des conditions salariales et de la réduction de moitié de leur couverture sociale. Des événements de la même sorte ont eu lieu en Amérique où des centaines de personnes ont manifesté. On se demande donc si Nike n'a pas respecté ses engagements ou si les ouvriers en demandent plus. Tout de suite le sport à l'école avec Zenabou Ishaga et Biotennis. Le concours de STAP est un concours qui sert à devenir éducateur sportif. Le concours de STAP en 2004 a un taux de réussite très faible qui est plus de 7%. 10 200 candidats concourus au niveau national pour 780 postes. C'est en 1996 que le sport-études s'organise au sein des sections sportives.
Les sections sportives scolaires donnent à l'élève la possibilité d'atteindre un haut niveau de pratique et permettent de concilier études et sections sportives, sport-études. On dénombre plus de 3000 sections sportives et études ouvertes dans les établissements scolaires. À la rentrée 2011-2012, pour plus de 60 000 élèves, une centaine d'activités sportives sont proposées. Saviez-vous que l'éducation sportive n'a pas toujours été possible à l'école ? L'éducation physique devient possible grâce à 2 hommes. Georges Démény, qui est un photographe, inventeur et gymnaste, et Georges Hébert, officier de marine et éducateur français. Le ministère de l'Éducation nationale a déclaré qu'il était important de pratiquer du sport pour entretenir la santé du citoyen. L'activité physique est nécessaire car un enfant a besoin de bouger. L'école a une double mission, l'éducation à la santé des élèves et le suivi de leur santé. Chaque établissement scolaire définit un programme d'éducation à la santé qui passe par le sport. Dans ce sens, la gymnastique a été obligatoire dans les écoles depuis le décret du 3 février 1869. En France, l'EPS est une discipline fortement structurée dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, l'éducation sportive est accessible à tous les établissements scolaires, maternelle, primaire, collège ou lycée. Nous allons parler maintenant des inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde du sport. C'est avec Sarah, Karim et Sadio. Tout le monde peut remarquer que le sport féminin n'est pas assez médiatisé à la télé. Pourtant, les femmes pratiquent également des sports de façon très professionnelle. Il y a des sports entre guillemets féminins médiatisés à la télévision, tels que la gymnastique, le patinage, la danse, et les autres sports d'équipe reniés tels que le football ou le basket. Le pourcentage de sport féminin à la télé est extrêmement faible. Le sport féminin occupe seulement 7% à la télé, d'après lyonbasket.com. Cela peut peut-être s'expliquer par le journalisme. Je m'explique. Ce sont des journalistes qui se trouvent dans les événements sportifs. Ce fait commence à changer dans les années 80, où seules 2 femmes journalistes couvraient les événements sportifs pour l'équipe. C'est un événement désavantageux pour les femmes. J'ai également pêché une citation de Vincent Rousselet-Blanc. La médiatisation passe par les résultats. Faut-il être le meilleur ou ne pas être une femme pour passer à la télé ? Pour conclure, le sport féminin se fait discret dans les médias, mais cela évolue de manière positive. En 2010, le Figaro a annoncé une différence de salaire de 28% entre le sport masculin et le sport féminin. En effet, le sport masculin a une moyenne de salaire de 11 000 €, ce qui est bien plus élevé que le sport féminin qui a une moyenne de salaire de 3 500 €. Actuellement en France, 115 volleyeuses qui jouent comme professionnelles à temps plein touchent en moyenne 2 500 € par mois, là où leurs collègues masculins perçoivent 3 000 €. Les différences de salaire entre les deux sexes atteignent 28% au profit des hommes. Les athlètes femmes ont souvent moins gratifié à performance égale, moins médiatisé, le sport féminin brasse souvent beaucoup moins d'argent que son homologue masculin. Par exemple, les femmes en équipe de France qui gagnent en moyenne 3 500 € comme un joueur de Ligue 1 qui gagne en moyenne 42 000 €. Le nombre d'heures d'entraînement entre l'homme et la femme en 2010 atteint un pourcentage de 13% par rapport à l'homme, qui se dépense plus. La différence est flagrante entre les deux sexes. Alors on peut dire, d'après toutes ces informations, que les femmes ont un salaire très inférieur aux hommes. Avec Célina, Ivan et Katia, nous abordons le thème du handisport, le sport pratiqué par les personnes handicapées. Le point commun entre tous les sportifs, ce n'est pas l'handicap, mais la performance et l'excellence, souligne Oscar Pistorius, qui est un athlète sud-africain amputé des 2 tibias spécialisé dans le sprint. Le ministre de la Jeunesse et du Sport, Patrick Caner, veut permettre plus d'accessibilité pour le handisport pour lutter contre la discrimination des handicapés. Cela montre que l'accès pour le sport des handicapés reste une priorité nationale. Par exemple, il existe plusieurs lois pour améliorer la vie des handicapés pour faire du sport. La loi du 11 février 2005 contre les discriminations permet d'augmenter l'accessibilité des activités sportives aux handicapés. L'objectif en 2016 d'une accessibilité totale des activités sportives aux handicapés. L'intégration des personnes handicapées reste une ambition pour la loi du 30 juin 1975. Alors on peut dire que le ministre de la Jeunesse et du Sport, Patrick Caner, essaye du mieux qu'il peut de rendre une vie normale aux handicapés en les aidant à faire du sport. Les handicapés peuvent-ils faire du sport ? Rien ne l'empêche. Encore faut-il avoir les équipements nécessaires. Il existe toute une diversité d'handicapés, handicapés physiques, handicapés sensoriels et handicapés mentaux. Ces différents handicapés nécessitent des aménagements nécessaires. Il y a seulement 35% de personnes en situation de handicap qui pratiquent un sport. Il y a différents aménagements, par exemple,
Pour les handicapés physiques, l'aire de pratique doit être accessible et les vestiaires doivent être équipés spécifiquement. Exemple, les chaises. Et pour les handicapés sensoriels, des aménagements spécifiques comme les bandes d'éveil à la visite doivent être installés. Donc nous pouvons en conclure que les handicapés peuvent pratiquer tous les sports à condition que les aménagements soient bien apportés. La différence entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques est flagrante. D'abord, 30 millions d'euros séparent les deux événements. De plus, les Jeux paralympiques sont sous-médiatisés. Les Jeux olympiques et paralympiques se déroulent tous les 4 ans. Ce sont des athlètes valides ou non qui tentent leur performance dans plusieurs compétitions sportives et dans plusieurs disciplines. Les Jeux olympiques sont composés de 26 jeux pratiqués par 10 500 athlètes valides, contrairement aux Jeux paralympiques où il y a 20 jeux pratiqués par seulement 4 200 athlètes non valides. Financièrement, les Jeux olympiques sont bien plus avantagés avec un budget de 40 millions d'euros, alors que seulement 9 millions d'euros pour les Jeux paralympiques. 30 millions d'euros séparent les deux événements. De plus, il y a à la télé ainsi qu'à la radio une sous-médiatisation des Jeux paralympiques qui passent sur des chaînes câblées ou écoutées par moins de spectateurs. On peut donc dire que plusieurs différences flagrantes existent entre ces deux événements. Passons tout de suite au thème des femmes dans le sport avec Julie Kael, Maëva et Akram. L'État français finance-t-il assez les structures sportives en France? D'abord, il faut répondre à la question suivante. C'est quoi le sport en France et qui est-ce qui le pratique? Qui est-ce qui le pratique? C'est simple, c'est 75% des Français ayant plus de 15 ans et le pratiquent au moins une fois par semaine. Donc les sports les plus pratiqués, c'est la marche, suivi de la natation, puis du vélo. Donc c'est quoi le sport en France? Le sport en France, c'est 17 milliards de licenciés dans un club, pour 2,5 millions de bénévoles dans un club, pour 180 000 associations sportives en France. C'est aussi plus de 6 500 sportifs professionnels et plus de 36 milliards de dépenses de l'État. Et ça représente 1,75% du PIB de la France. Mais c'est aussi 3,95 milliards d'euros versés à la Fédération française de ski, 3,26 milliards d'euros versés à la Fédération de handball et 3,2 milliards d'euros versés à la Fédération d'aviron cette année. Le cyclisme, c'est ce qui a fait le plus dans le monde de l'émancipation des femmes dans le sport. Suzanne B. Anthony Suffragette en 1895. Dans le sport, les stéréotypes de genre existent depuis toujours. Pour la société, les hommes doivent faire des sports violents, physiques et endurants, alors que les filles devraient mettre en avant l'esthétique, l'élégance et la souplesse. Les femmes pratiquant des sports d'hommes sont victimes d'injures ou de moqueries, telles que le cliché typique, une femme faisant un sport masculin doit être une femme qui met sa féminité de côté. Depuis petit, les parents disent aux garçons de pratiquer le football ou encore le judo et les filles de faire de la gymnastique ou de la danse. L'UNESCO déclare que la pratique de l'éducation physique et des sports est un droit fondamental pour tous. On peut le lire dans la Charte internationale de l'éducation et du sport, article 1er. Par ailleurs, le comité olympique encourage et tient la promotion des femmes pour le sport pour vaincre les stéréotypes en 1994. Ces déclarations montrent la volonté de l'Assemblée sportive à vouloir vaincre les inégalités de genre. Malheureusement, certains stéréotypes sont confirmés comme le pourcentage des femmes qui pratiquent le planeur, qui est 3,8%. On constate aussi qu'à l'âge de 20 ans, il y a 10% de femmes qui ont une licence sportive et 25% chez les jeunes. Avec ces informations, nous pouvons constater que dans le sport, les inégalités sont encore présentes et nous devons les faire disparaître. Les femmes veulent que le sport soit mixte. Il y a donc des équipes de sport amateurs comme le Longboard Girl Crew France, qui est une équipe de sport féminin qui font du longboard, un sport principalement pratiqué par des hommes. L'équipe de France de foot féminin a fait un match contre l'Ukraine qui passe sur D17 et qui a fait 603 000 de téléspectateurs, comme des hommes ont beaucoup plus de téléspectateurs et sur beaucoup plus de chaînes, et les femmes veulent qu'il n'y ait pas cette inégalité. Exemple, les matchs masculins sur YouTube font environ 120 000 et 180 000 vues et ceux des matchs féminins est de 30 000 vues. On peut dire quand même qu'il commence à rentrer dans la société, car maintenant les jeux vidéo commencent à l'intégrer. Par exemple, le jeu FIFA 16 a des équipes féminines qui leur font de la pub. Les femmes essaient de se faire connaître dans le sport et veulent pratiquer tous les sports, tout comme les hommes. Et enfin, pour terminer cette émission, nous allons vous parler des innovations dans le sport grâce à Esther,
Hicham et Jeffrey. En 2001, près de 6 sports ont été créés en s'inspirant d'une légende ou d'une passion. Certains sports sont risqués, d'autres dynamiques. Ils nous donnent de nombreuses sensations. Comme nouveau sport, je vous présente en premier temps le portée de femmes, un sport créé en Finlande et bien amusant, mais bien risqué aussi. Inspiré d'une légende et créé en 2001. Selon cette légende, un homme appelé Erkko Rosvo Ronkonen vivait en forêt à la tête d'une bande de voleurs. Une version rapportée qui lui aurait entraîné ces hommes à la course en forçant à porter des sacs lourds et des femmes du village voisin en les ramenant chez eux pour leur approprier. Ce sport consiste, comme la légende, à porter son épouse sur son dos et à parcourir des pistes qui sont parsemées de haies. Puis en second temps, nous avons le waterski, un sport pour les fans de skate. Ce sport se pratique non sur une route mais sur de l'eau, sans chose. Pour terminer, nous avons le walking, qui signifie tabouret en allemand. Ce sport a été créé par deux frères, Landschos, tous deux fans de skate et de snowboard et de surf. Ce sport est très risqué car il faut pratiquer des figures avec un tabouret. Ces trois sports qui sont tout aussi dynamiques donnent l'envie de les pratiquer et d'en créer plus pour les années à venir. Chaque année, des événements sportifs permettent à de nombreux joueurs de démontrer leurs talents. Et il arrive que certains joueurs créent de nouveaux gestes sportifs, et c'est le cas de Jean Boklov. Lors des Jeux Olympiques en 1985, il fera l'erreur de mettre ses skis en V lors du saut en hauteur, ce qui lui permet de réaliser des performances hors normes. Depuis, tout le monde saute comme ça. Au même Paris O'Brien, lors de son lancer de poids, il réalise une rotation de 180 degrés pour avoir plus d'élan et plus de force. Mais c'est aussi le cas de Dick Fosbury lors du jeu au Mexico. En 1968, il aura sauté en donnant son dos à la barre lors du saut en hauteur, ce qui laissa les juges perplexes. Ces gestes révolutionnaires sont créés par tout le monde, des personnes n'ayant aucun talent spécial. Nous allons parler des inventions dans le sport sur le basketball, le cyclisme et du skate. Au fil des années, il y a eu des innovations en ce qui concerne l'équipement des sportifs pour faciliter leurs mouvements. En 1917, Converse créa les premières chaussures montantes. La firme embaucha le célèbre basketteur de l'équipe des Akron Firestone, Chuck Taylor, comme agent commercial. Il donna donc son nom à de célèbres chaussures de basketball, les Chuck Taylor All-Stars. Ils permettent une protection des chevilles et davantage de souplesse et de maintien. Parlons ensuite des vélos. Les vélos des cyclistes allaient moins vite qu'aujourd'hui. Grâce à l'amélioration majeure de matériaux ainsi que de composants aluminium et coques en carbone, il s'agit là d'une véritable innovation faisant de lui une figure des années 2000 par son étonnante légèreté et résistance. Ces améliorations techniques vont alors traduire une évolution distincte des records de vitesse qu'établissent les coureurs du Tour de France. Et enfin, parlons du skateboard qui est apparu dans les années 50 en Caroline du Sud aux États-Unis. Au fil des années, les skates ont évolué, la matière a évolué, on passe des planches de skate en bois à des planches plus souples et en plastique à partir des années 80. Nous constatons que le sport a bien évolué au fil des années et qu'il est plus simple de pratiquer maintenant. La seconde 10 vous remercie de votre écoute et vous souhaite une bonne fin de journée.